Bonsoir, bienvenue dans Racing Stream. Et plus ça va, plus je me dis pourquoi je dis bonsoir alors qu'il y en a plus qui nous regardent en replay. Vrai, Donc bonjour, c'est peut-être plus simple parce que je pense à vous, les tricheurs de YouTube. Je vous connais par milliers. Vous êtes tous les mêmes. Bref, je vous en vous êtes là. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas tricher. Il faut respecter tous les règlements, toutes les réglementations. Toutes les voies. Non, parce que bon, Rémi s'est fait péter 28 fois en venant sur la voie de gauche, sur le périph', en oubliant. Il se dit, tiens, c'est bizarre, ça roule bien en ce moment sur le périph'. On est le 15 juillet, c'est Il y super. a des gens qui me prennent en photo, ils adorent Racing Stream, c'est moi la star, Rémi. Bon, ça va faire mal à l'émission, là. Hein. N'importe quoi, qu'on puisse pas rouler... À 2,10 sans périph', je suis bien d'accord. d'accord. Interfile, là, on peut pas passer les motards comme on fait d'habitude entre la 3 et la 4, au moins, quoi. Il a le casque de Marc Marquez, il a tout, je veux dire, voilà. Ah ouais. Ah mais t'étais en R1, rassure-moi. J'étais tranquille pour venir ici, pour ton émission, et je pense que ça va être quand même très, très, très compliqué. T'as pris combien de radars sur la voie de gauche, là, à peu Je sais près pas, j'espère 10, 12 que je n'ai pas pris trop. Bon, on va voir ce que tu nous dirais là-dessus, sur ces fameux radars, ou pas. En attendant, à tes côtés, Anthony Drevet, comment vas-tu? Ça va très bien. Je vais parler endurance, donc ça va super bien. Bon, parfait. Et puis toi, justement, je ne t'ai pas dit, parce que tu m'as direct parti sur ton sommomètre sur les radars, mais tu vas nous parler du World Superbike à Donington, où on prendra la nouvelle d'Émilie Bondy, justement, du Speedway, du MotoGP au Kazakhstan, et puis on reviendra aussi sur les frères Prunier, sur leurs résultats récents. Tout un programme. De l'autre côté du ring, Jean-Louis Moncet absent, mais néanmoins un invité de qualité, Laurent Urgon. Très content de te recevoir. Tu es pilote d'essai Alpine. Tu fais le championnat GT4 en Alpine. C'est toi qui as mis au point les Mégane RS, toutes les Alpines de série et aussi de compétition. Donc, vaste programme. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. Ça me fait bien plaisir en tous les cas. Bon, c'est cool. On va en savoir plus sur comment ça se passe, travailler avec Renault Sport, avec Alpine, pour mettre des voitures comme ça sur pied, si on peut dire, parce qu'il y a beaucoup à faire. Ça doit être passionnant, en tout cas. Oh, c'est carrément un métier passionnel. Hein. Je pense que si je devais refaire l'émission Vie ma vie, je referais ma vie. Quoi. Clairement, c'était juste incroyable. Quoi. Depuis 2004, c'est ça? Ouais, ça fait 2004 maintenant. Ouais. C'est quoi, de quoi on est le plus fier quand on met au point un bijou? Parce que c'est vrai que la 110, c'est la première, c'était quoi, les années 60, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, la 110, il y a eu toute l'épopée Renault Sport aussi. Si tu veux, ça a été de la série vers la compétition. Donc, des anecdotes, j'en ai par milliers. Donc, franchement, je suis assez fier de tout le parcours jusqu'à aujourd'hui. Franchement, c'est que du bonheur. On va en parler. Du coup, on va aller très très vite sur la moto. C'est parti pour la moto. Mais ça va, je rigole, je sais bien. Oh non, il va encore me prendre ma chronique. Non, on va parler du Superbike à Donington, justement, avec Toprak, qui a prouvé une fois de plus sa suprématie. Quel aspect de son pilotage ont le plus brillé, à ton avis, sur ce GP? Il s'adapte absolument à tout. Le problème, c'est que là, on est tombé cette fois-ci sur son circuit préféré. Ah, tu l'avais dit, hein. Donc, déjà, il avait été à Barcelone où c'est à roulable pour la BMW. Là, c'est. Il nous fait des Rossi, en fait. C'est le Rossi de maintenant. C'est pas Rossi. C'est Marc Marquez à Assen qui a fait ça. Ah ouais? Oui, mais il fait le show. Combien de fois je l'ai vu faire des stoppies en arrivant au stand? Pour la première fois, il a fait, sur les 2 victoires longues, il a fait effectivement ce que faisait Valentino Rossi, c'est-à-dire il s'est arrêté à un endroit où c'était pas bien, donc il prenait une contravention. Tu sais, les contraventions. Il a fait un truc auprès du même genre. Il commence à faire ça, mais il a été super sympa parce que, par exemple, alors déjà, James Tosland, l'homme qui a battu Régis Laconi pour son titre à l'époque, il joue du piano, il est avec une chanteuse très connue, et il chante bien. Je ne pensais pas qu'il chantait si bien que ça. Ils lui ont mis un piano, et c'est lui qui a fait l'hymne, le God Save the King. Non. Piano plus chanté, donc Toprak la chambre un petit peu. Non, et après, mais il s'adapte à tout. Alors déjà, il fait des stoppies énormes. En fait, pas mal. Il peut mieux faire, mais pas mal. Non, attends, c'est génial. Non, ils sont pas mal, mais il peut mieux faire. Philippe pense que son père était cascadeur. D'ailleurs, il est mort. Il s'est tué assez jeune, le père de. Et est-ce qu'il a, je sais pas, est-ce qu'il a eu des gènes, quelque chose, mais il est doué. C'est un showman. C'est génial. Il a inventé une façon de piloter que personne n'a. Et là, même, c'était le circuit préféré de Scott Redding aussi, qui est anglais. Quand il gagne à 15 ans son Grand Prix, c'était sur cette piste. L'année dernière, son premier podium avec BMW, c'est sur cette piste. On dit que c'est infaisable avec la BMW de gagner. Et pourtant, il a gagné 3 courses. Il a fait une course gagnée parce qu'il y avait plus, sinon il aurait gagné les 2 à Assen, parce qu'il y avait un truc. Il en a gagné 2 sur 3 à Barcelone. Il n'en a pas gagné parce qu'il a cassé, que c'était sa toute première à Phillip Island.
Il a gagné les 3, il l'avait dit à Misano. Les gens de dingue. chez BMW, ils m'ont dit on a fait des essais à Cremona. Au bout de 2 heures d'essai, ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon, de toute façon, Cremona, il va gagner les 3. Et là, c'est pas qu'il a gagné les 3. La première, il a gagné avec 13 secondes 8 d'avance, je crois. C'est-à-dire que c'était pas arrivé le plus gros écart de la saison. Jusqu'à maintenant, c'était 2 secondes 8. Quoi. Donc, c'est Incroyable. il va absolument tout gagner. Il est marrant comme tout. On peut tout lui faire. James Townsend s'est permis un truc. Même Rachel, la présentatrice anglaise, lui a fait là quand même. James, il arrive, il lui fait I have a bad news for you au parc fermé. T'es déclassé. Il dit quoi? Parce que tes pneus sont noirs. Et donc il regarde parce qu'il comprend pas. Il met 1 seconde et demie. Ouais. Et après il rigole et il chambre. Il est super sympa. Il est sympa avec tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu vas le voir, Laurent, tu le connais pas, tu veux faire un selfie, et là, il va rouler dans 2 minutes, il va faire le selfie avec toi, il est gentil avec les enfants, il va voir les pilotes cool, hein. féminines, il va voir les pilotes de la R3, il est vraiment bien. disponible, c'est le meilleur. Et il va pas en MotoGP. Et il reste va en pas en Superbike. MotoGP. À Misano, ils avaient commencé à dire qu'ils allaient y aller. Kenan Sofuoglu, son mentor qui voulait pas qu'il y aille, avait dit oui, là quand même. Et en fait, je pense qu'il a un contrat pour l'année prochaine. Il a dit qu'il allait l'honorer avec BMW. Et puis franchement, à sa place, pour l'instant, on a envie de le voir face à Acosta, face à Marquez. Mais là, il se fait tellement plaisir. C'est incroyable de gagner avec cette BMW. Il y a 12 ans. Moi, j'y croyais pas. Hein. Il y a 12 ans, Léon Aslam et Melandri vont gagner enfin avec la BMW à Donington. Et dans le dernier virage, il s'accroche et je l'attendrai qu'il gagne. Et Ouais, mais la S1000 RR de maintenant, elle est incroyable. Attends, elle est incroyable, mais Redding, il n'est pas non plus exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? parce que Philippe le critiquait. Scott Redding, c'est un pilote de niveau mondial. Il est arrivé en BSB, il est anglais, mais il n'y habitait pas là, il ne connaissait pas les circuits, il habitait aux Pays-Bas, il habitait ailleurs. Il a été champion direct. Oui, donc il il est excellent. a gagné il a fait 2 podiums en MotoGP avec des motos qui n'étaient pas terribles. Il s'est battu pour le titre en Moto 2, c'est pas une pince. Et là, il prend des raclés, même chez lui, sur son circuit. Tu vois, donc la moto est bien, mais Et les Toprak, autres, il est tellement au-dessus. il était 10e à 15-20 secondes, Van der Mark, qui a été re-signé quand même pour l'année prochaine. C'est le coéquipier parfait, il fait pas d'ombre, il s'entend bien avec lui. Ouais. Et les autres, Gerloff, ils prennent une raclée. Dingue, Gerloff qu'on présentait comme un super pilote. C'est des bons pilotes. Loris Baz la dernière, tous. Il y a que lui, quoi. Il a un truc en or. Il faut qu'on le voit quand même avant qu'il soit trop âgé, rapidement en MotoGP. Ouais. Et juste que je redis ce que j'avais dit. Faute professionnelle d'une partie des managers qui l'ont pas recruté en MotoGP. 2, comment Honda, ils ont participé, Honda, ce week-end en Superbike? Non, je les ai pas vus, moi. Ridicule, premier constructeur mondial. Au bout de 2 tours, il y en avait déjà 2 qui étaient out dans la course 1. Ils ont terminé, mais à des années-lumière. Et je rappelle qu'au Grand Prix précédent, au Sachsenring, Luca Marini, le demi-frère de Valentino Rossi, a mis en face son premier point en championnat pour Honda Repsol, remplaçant de Marc Marquez, la plus grande équipe pendant 30 ans Honda Repsol. Il a marqué son premier point à mi-saison parce que Raúl Fernandez avait les pneus, le gonflage non conforme et qu'il avait pris 16 secondes. Sinon, il serait à 0 points à mi-saison. Et les gars recrutent pas un mec parce que ils ont les moyens Honda de donner. Tu crois qu'il y arriverait sur la Honda Mais bien sûr qu'il y arriverait. Mais avec la Honda de Superbike, il ferait quelque chose. Oui, même ça, en c'est vrai. Goldwing, il y arriverait. Non. Laurent, est-ce que toi, tu as tout fait ta carrière chez Alpine? Est-ce que tu as été approché par d'autres marques? Parce qu'on sait que Toprak, il est arrivé chez BMW récemment. Est-ce qu'il y a des transferts? Comment ça se passe? Tu as déjà vécu ce genre de situation? Moi, personnellement, non. Oui, par contre, je l'ai déjà vécu sur des collègues. Moi, j'ai pas eu. Je suis resté fidèle. Du moins, c'est même pas que je suis resté fidèle, c'est que j'ai pas eu d'autres propositions. Donc, vraiment, depuis 2003. Moi, j'étais chez Peugeot avant. J'ai fait mes armes en fin de compte chez Peugeot avant de rentrer chez Renault Sport. J'ai été débauché par Renault Sport en 2004 et j'ai pas eu d'autres propositions. Alors, je sais pas, peut-être que on considère que j'ai un losange ou un A gravé maintenant au niveau de la poitrine, ce qui est le cas, mais en tous les cas, non, pour l'instant, ça me va bien comme ça et j'ai jamais eu d'autres. Tant mieux, parce qu'arriver jusque-là, à faire la Mégane RS, j'imagine les Clio RS aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, il y a eu la V6 aussi? Non, elle était déjà sortie. Ah, elle était déjà sortie. Moi, je suis arrivé, c'était la Mégane. Tu l'as essayé? Oui, bien sûr. C'est incroyable cette caisse. Ouais, c'était. Après, on peut refaire tout l'historique si tu veux, mais ouais, c'était des caisses. Elles étaient toutes de mieux en mieux au fur et à mesure des années parce qu'on se servait de nos véhicules d'avant pour développer nos véhicules futurs. Ouais. Donc,
Non, franchement, c'était que du bonheur. On en reparlera, effectivement. Il y a beaucoup à parler sur ces développements de voitures. Ouais. Retournons du côté de la moto. C'est Jonathan Rea qui a fait qui a bien impressionné. Bah oui, enfin. Et pour Yamaha, ça y est. Il a fait son premier podium. Alors, juste, je regarde, du coup, comme j'avais amené les classements, ils sont pas mal quand même. Honda, Xavi Vierge, il a quand même déjà 26 points à mi-saison. Et il est 16e. Et son coéquipier, Lecona, il est dernier. Il est dernier, voilà. Il est 19e. Voilà, donc, C'est bon. Sachant que Toprak, il a 341 points, tu vois, quand tu compares. Et bande de trolls que vous êtes, qu'est-ce qu'ils ont changé comme ajustement, comme réglage sur Rea? Ou c'est juste le Il y a pilote? peut-être un peu d'amélioration électronique, mais des échos que j'en ai par les mécaniciens, eux, ils y croyaient pas que ça allait se passer comme ça. Alors, Jonathan Rea, du coup, il est quand même 11e du championnat maintenant, avec 57 points contre les 241 on voit une chose, c'est qu'il va jamais faire ce que faisait Toprak sur la Yamaha. Donc, c'est là où on voit le niveau de différence de pilotage entre les deux. C'est dingue. C'est fou quand même. Je suis bluffé. Ça doit être difficile Alex à accepter. Loves, il a récupéré son chef mécano chez Kawasaki. Il est 4e du championnat avec 165 points. Donc, la Kawasaki, elle marche très bien. Donc, est-ce qu'il a fait une erreur? On va attendre. A priori, il dit qu'il va rester 2 ans. Mais être resté avec cette moto-là. Et premier podium. Ça signifie quoi pour lui, justement? Non, c'est pas un premier podium. Parce que dans les statistiques, je les ai, c'est pas un premier podium. Il a fait un premier podium de course sprint. Et ça ne compte pas. Exact. Quand vous avez les statistiques, j'ai regardé bien sur la grille de départ de la course 2. Ouais. Quand il en aura fait un, ce sera marqué dans ses stats. Pour l'instant, ça Comme pour l'Angleterre, vice-champion d'Europe, tout le monde s'en fout. C'est un peu ça. Ah, ça, c'était chouette, alors. Oui, bon, bref, c'est bon. Tu vois ma petite vanne, bon, quand même. Bref. Harry Kane sort de ce corps. Bref. Parlons d'Alex Lowe, justement, sur la Kawasaki, tu en as parlé. C'est C'est incroyable. quoi qui a marqué la performance, là, aussi? Il est chez lui. Ils habitent avec son frère à quelques kilomètres. Il y avait d'ailleurs Tyler Fielden qui était là, qui n'a même pas été voir. On parlera du Speedway. Sérieux? Il n'a même pas été au Speedway. Alors que c'était en Grande-Bretagne. Il était la semaine d'avant, il était félicité Lewis Hamilton. Parce que quand même, les Anglais, ils avaient Wimbledon. Ils ont eu le Grand Prix de Formule 1. T'as raison. Ils avaient, dans la même semaine, C'est pas faux. ils avaient 5 jours à Manchester pour le Speedway des Nations, la Coupe du Monde. Et ils avaient comme le Superbike à Donington. Et il y avait un monde C'est fou. vrai. C'était un succès phénoménal. C'est magnifique, de toute façon, Donington. C'est une piste qui a une descente à l'époque. Marco Melandri, qui a quand même été vice-champion du monde de 500 d'ailleurs. Rossi, il avait peur. Le premier jour, c'est difficile à apprendre. Ah ouais. Ah ok, tu vois. Et sur la BM, justement, Scott Redding, là, ça frémit? Ça frémit. Non, on va voir. Chaque année, il frémit à Donington. Ouais. Ah, c'était juste le circuit, en fait. Ah, c'est possible. Il sait, et tous les Anglais, il n'y a que les Japonais qui font pire que ça en moto. Les Japonais, quand tu arrives au Grand Prix du Japon, ils se font harakiri, quoi. Un jour, Randy Lepunier me raconte, il y avait un mec wildcard à côté de lui sur la grille en 125 qui regarde le truc, il y avait du sparadrage. Il dit là, le mec, il mettait 1,5 seconde au tour. Hein. Et il y a des Japonais qui gagnaient les Grands Prix du Japon. Il y a une fois, j'ai commenté un Grand Prix de 2,5 où le podium est 100% par des pilotes invités. Ah ouais, C'est que dingue. des wildcards. Des Incroyable. wildcards. Ah ouais. Et là, quand même, en Angleterre, on a vu vraiment que Alex Love, surtout plus que son frère, qui roule pour l'équipe de Marc VDS qu'on a reçu, mais vraiment Alex Love, Jonathan Rea, Redding. C'est simple, Jonathan Rea et Redding font leur meilleur résultat de l'année. Et Loves, je suis pas sûr qu'il ait marqué autant de points. Il a fait bien depuis le début. Phillip Island, non, Lowe's? Oui, parce qu'il avait gagné, voilà, mais à part Phillip Island, Ouais, non, c'est 20-16, je me demande même, c'est pratiquement, c'est son deuxième meilleur circuit de l'année. Et il avait déjà gagné. Phillip Island, c'est son circuit préféré. Donc là, c'est très très fort. Il est 4e du championnat. Il a 50 points d'avance sur le Catelli, avec la Yamaha d'usine. Donc là, ça veut dire que elle est Elle est encore bien. Elle est pas finie, la Kawasaki. Et pour nos Français, Lucas Mayas et Valentin Debise, comment ça s'est passé? c'est en Il s'était super sport. bien qualifié en Mondial Super Sport 4 et 5. Et là, ça s'est moyennement passé à la première manche. C'était correct quand même pour Valentin. Et la deuxième, il a fait une bêtise à l'arrivée dans ce fameux dernier virage où Ralph Mann avait doublé Olivier Jacques. Il a dit j'ai fait une bêtise. Je crois qu'il a perdu 3 places. Il était 5e et fini 8e. C'est dommage parce que son concurrent pour la 4e place au championnat, Marcel Schroetter, a vécu un week-end catastrophique. Ouais, 11e Il seulement. s'est fait Abandon et percuter 11e. par Caricasulo et il tombe. Et il y a eu un énorme crash à 4 pilotes, un drapeau rouge. Et du coup, il a pu repartir. Et avec la petite boulette de Valentin, il lui a repris que 3 Et points. qui a gagné en Super Sport? Ah, c'est Huertas. Alors là, c'est dingue. c'est le gars qu'il ne faut pas inviter à une soirée. Hein. Il prend tout, Ouais. tout le monde. Ah ouais. Ah ouais, là, c'est Alors, incroyable. James Osdorf, il fait sourire tout le monde. Il dit là, tu vas gagner, ouais. Ça s'est bien passé pour ton formation, ouais. Et tout est comme ça. Après, il est super doué. Il se dit, Ah.
Bautista commence, la façon dont tu parles, Bautista, il n'en touche plus. Là, il est où, le d'ailleurs au championnat? Il est loin. Il est loin, il est très, 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 très loin. Non. Et il est doublé, oui, c'est vrai. Boulega, son coéquipier, qui est débutant, est devant lui. Il commence à dire oui, je vais voir pour la saison prochaine, mais. J'ai des pistes. J'ai des pistes, mais on sent bien que si ça continue comme ça, il n'a pas envie de se faire humilier, il va avoir 40 ans. Boulega arrive du Supersport. C'est Huertas qui a pris sa place. Et là, pour la première fois dans le paddock, il se disait que, de toute façon, il est doué, il a 20 ans. C'est un des rares avec Manuel Gonzalez qui peut peut-être aller en Grand Prix en Moto 2. Donc, pour l'empêcher d'aller en Moto 2, ils vont probablement lui proposer le guidon d'Alvaro Bautista. Forcément. Auquel cas, on aura 2 débutants à 2 années d'affilée. Mais il est bon. Par contre... Avant de parler des filles, justement d'Émilie Bondy, toi, tu fais le GT4 en voiture. Tu regardes le sport méca moto? Ah oui, moi j'adore. Franchement, c'est un incontournable pour moi un week-end. Alors, je suis pas toujours là, toujours présent, mais que je les regarde en replay. Ah ouais, franchement, ouais, j'adore la Moto 3 parce que je trouve que c'est une bagarre du début à la fin avec des dépassements en permanence. Ils ont cette faculté à rouler les uns avec les autres. Donc je trouve que le spectacle, il est juste fabuleux. La Moto 2, j'avoue que ça dépend. Cette année, c'est mieux. Ouais, c'est vrai que cette année, c'est un petit peu mieux. Puis bon, la moto, tu regardais à l'époque de la 250 cm3, c'était beaucoup mieux. Ah oui, 250, c'était génial. C'était incroyable. Retour les 2 temps. Là, en fait, cette Moto 2, c'est avec un peu plus de moyens, c'est du 600 Super Sport. Alors qu'avant, c'était fabuleux, ces motos. Bah oui. Ouais. Bon. Et puis c'est vrai que la Moto GP, cette année, il y a quand même la grosse domination des Ducati. Et du coup, je trouve que ça perd aussi. L'année dernière aussi. Oui, bien sûr, l'année dernière aussi. Pas de cette mais année. J'aimerais bien qu'il y ait un constructeur qui arrive. Ils sont un peu en mode Red Bull, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais bon. Il y a un Costa, même s'il marque le pas. Il y avait un Costa en début de saison. Je le trouve juste fabuleux. Tout le début de saison qu'il a fait, c'est assez incroyable. Mais comme quoi, là, mentalement, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être pareil aussi en voiture, mais quand il commence à un petit peu marquer le pas, parce qu'il est super, hein, Costa, évidemment, mais voilà, il n'était jamais tombé, donc il était un peu dans un état de grâce. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais, là, il commence à chuter un petit peu. Mais bon, il a quand même son style à lui. C'est vrai. Sur certains circuits, il était quand même sur des trajectoires qui étaient différentes. Tu vois qu'il apporte quand même quelque chose à la moto, un peu comme l'avait fait Riding à l'époque, ou Rossi, bien sûr. Mais donc, je trouve qu'il apporte sa touche quand même. Il apporte sa touche et je trouve ça quand même assez intéressant. Ça pourrait te plaire, ne serait-ce que du roulage, de tester la bécane. Ça a déjà été fait Non, alors mon père, il a jamais voulu que je monte sur une moto. T'obéissais à ton père. Ouais. Toi, t'es le genre de mec, tu vas rouler entre la deuxième et la troisième ligne sur le périphérique pendant les Jeux Olympiques. Donc non, j'ai zéro expérience. La seule expérience que j'ai avant mes années constructeur Renault, Peugeot, j'ai travaillé sur un circuit en région parisienne et j'ai eu l'occasion de monter derrière Monsieur Monneret en baptême. Et alors il m'a fait énormément peur, donc c'est peut-être pour ça aussi que je me dis que on connaît Philippe. Il a fait son boulot. Il a fait son boulot. Mais c'était un souvenir assez impérissable pour moi. Mais ça m'étonne pas. C'est horrible. Passager en bécane en piste, je l'ai fait une fois. Bon c'est horrible. Attends, moi j'ai demandé à Damien Saulnier, il va m'amener là bientôt, donc. Mais c'est horrible les baptêmes piste avec des vrais pilotes qui te montent. Je sais. T'inquiète pas, ils vont te mettre des couches. Ah non, mais c'est pas. Mais c'est horrible en passager. Il faut le faire. En MotoGP. Déjà, tu signes une décharge comme quoi tu ne boiras pas d'alcool 24 heures avant. Ça, d'accord. Et on a fait une petite soirée avec certains qui sont allés dans la footballeur. Toujours une petite anecdote d'alcool. Là, celle-là, pourtant, je sais que je voulais pas y aller. Et j'ai discuté avec les gens de la Two-Seater, hommes ou femmes. Alors déjà, tu as une décharge comme quoi tu signes comme quoi si t'arrive un truc parce que t'es pas en voiture. Hein. Donc si tu lâches, t'es mort. Hein. Enfin, tu vas te blesser, quoi. Si tu lâches à 250, c'est clair. Donc tu descends, t'as les bras tétanisés. Et allez, au minimum une fois sur 4, ils sont obligés de nettoyer le cul. Mais tu vois, à la course que j'ai faite des 8 heures là, de Honda, il y avait Mike Dimeglio qui roulait, qui faisait des baptêmes avec un CBR. Et ils avaient mis des poignées sur le réservoir. Je trouve ça vachement malin. Parce qu'au moins, t'étais pas en appui sur le pilote, au freinage sur le réservoir. Et quand tu repars sur l'axel, t'es pas en train de tirer sur la combi du pilote. Ça, j'étais vachement bien. Ça fait un moment qu'il y a les poignées, mais moi, j'avais jamais vu avant. Sans les poignées, c'est meilleur. Évidemment. Bon, avant de te faire d'autres blagues, mon cher ami, les filles, comment ça s'est passé pour Émilie Bondy? Je crois que ça va mieux, en tout cas. Elle était blessée, elle est encore blessée. Elle était bien. Elle a commencé chez Monneret, hein, justement, avec Philippe et Edouard, son beau-fils. C'est eux qui ont découvert qu'elle allait vite. L'année dernière, elle n'a fait que 6 courses de Women's Cup. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'avait jamais fait de compétition. Il y a 3 ans, elle passe son permis. L'année dernière, elle n'a jamais fait le moto au mois de mars. Elle a fait que 6 compétitions. Et la Women's Cup, c'est un niveau très très faible. D'ailleurs, cette année, il n'y a qu'une seule compétition. C'est-à-dire rien. Elle va là contre des pilotes comme Ana Carrasco, comme Maria Herrera. Là, franchement,
La première course, elle était pas mal. Bon, elle est tombée à. Oui, j'ai vu avant l'arrivée, là. Juste avant l'arrivée, le fameux endroit. Après, elle était blessée. Hein. Elle était diminuée. Non, mais c'est pas ça. Là, et la deuxième, elle a retenu la leçon. Elle finit 10. Et en fait, elle est 11 parce qu'elle a mordu sur le verre. Ah, c'était sur le. Ah, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il y a eu le déclassement en super sport. Là, c'est pas possible. Encore. Là, il mord même pas, quoi. C'est. Ah, c'est limite deux là, pistes. Ça a été. Non, mais là, il est sur le vibreur, quoi. C'est. Je sais pas s'il y a eu réclamation, mais ouais, en plus, il est gentil, il a remonté là. En plus, tu sais quoi, j'y pensais quand je faisais l'endurance, et j'étais 2-3 fois, je suis allé derrière le vibreur, ça glissait un peu, mais je me suis dit, là, on y aurait des caméras, mais c'est sûr, je prenais un déclassement. Oui, alors que t'as pas fait exprès. Non, et j'étais quoi, 15 cm derrière le vibreur. Mais parce que vraiment, j'étais rentré trop fort et ça sortait, quoi. Là, il a rien gagné du tout. Donc, elle a été déclassée, mais elle fait quand même, sur le papier, elle fait 10. Abusé. Et son adversaire française, Ornella Ongaro, franchement, sur la deuxième course, elle avait promis, je l'avais interviewée pour la Fédération française de moto en début de semaine, elle avait dit je peux faire top 5. Et elle était au contact dans les premiers tours avec les 4 Espagnols qui sont intouchables, dont les 2 qu'on a cités. Et son adversaire, c'est Ponziani. Elle était avec elle. Et malheureusement, à quelques tours de la fin, elle est tombée. Et donc, je pense qu'elle a emmené l'Italienne avec elle. On passe brièvement. Mais je veux dire, ça progresse pour les deux. Ah oui, mais ça à leur niveau. La P10, déjà, c'est énorme. Hein. Franchement, on parle du championnat du monde. Elle a battu, alors pas l'israélienne, mais derrière, il y a des bonnes pilotes derrière. Bah, ça fait plaisir, Émilie. On espère que ça et continue surtout, comme ça. Pour terminer, le championnat est top parce que ça se bat devant. Ouais. Au début, elles étaient 4. Là, c'était un groupe de 2 et un groupe de 2. Anna Carrasco face à Herrera, c'est la première pilote à avoir battu des hommes. Championne du monde. Ouais. Championne du monde face aux hommes à Manicourt. L'autre, elle a roulé en moto électrique, elle le disait, contre Chas Davis, qui est un gaillard. Elle a roulé dans d'autres catégories en Grand Prix. Même en moto 2, je crois. Ouais, elle a roulé en moto 2. C'est intéressant. On avait peur que ce soit un truc triste à mourir, et c'est pas le cas. Non, c'est bien, il y a du bon spectacle. On passe vite fait sur le Speedway Nation. Voilà. Alors attends, avant, il n'y a pas les frères. Si, ce sera après, mais je n'ai pas oublié. Les frères Jacques. Les frères Poigny, on va en parler. Alors, chaque année, il y a une compétition, c'est soit la Coupe du Monde, soit le Speedway des Nations. Alors là, malheureusement, l'année dernière, les Français avaient fait fort, mais c'était une équipe de 3, là, c'était une équipe de 2 plus 1. Et bon, malheureusement, l'équipe de France, il y avait un pilote qui était très bien, David Bellego, mais l'autre est passé complètement au travers, il a fait 6 fois 0. Et le coach, Laurent Sambaré, a choisi de ne pas faire rentrer le pilote réserve Mathias. Ah, comment ça On a trouvé que c'était dommage. Voilà. Ah, oui. Et donc 6 fois 0, c'était le maillon faible. Quoi, les pilotes, tu me l'as déjà dit, mais je me souviens plus, je te redemande, mais les pilotes qui sont en long track, c'est un petit peu similaire au Speedway, justement, c'est un peu ça. Non, il n'y a pas beaucoup de Français. C'est des compétitions différentes. Là, justement, je vais aller tourner un reportage pour qu'on m'explique bien ce que c'est que le long track. Mais c'est sur l'herbe, il paraît que c'est beaucoup plus impressionnant. Là, c'était vraiment les pilotes de Speedway GP, mais c'est par équipe, quoi. Et notre deuxième meilleur pilote, parce que sinon on passait sans problème pour la finale, c'est Dimitri Berger, mais il est blessé. Il a recommencé à rouler plus vite que prévu un mois avant. Et là, alors donc, Taiwo Finden, il était à Donington. Ouais. Il a montré son coude. Déjà, vous n'avez pas voulu diffuser le coude, c'était horrible, la boucherie. Mais là, je crois qu'il les a enlevés aujourd'hui. Mais c'est les agrafes, épouvantable, des agrafes. Et il a dit qu'il allait être dans 3 semaines à Cardiff. Et il a pas. Je pense qu'il a fanfaronné quand même, parce que je vois pas comment, avec une blessure. Si. Il peut se faire mal. Avec des attelles qui serrent fort. Ouais. On verra, de toute façon. Ça, c'est les pilotes moto, tu vois, Laurent. Ça, ils sont blessés, ils viennent quand même. Voilà. C'est pas et pour terminer, il y avait une course junior. Franchement, l'arbitrage était en faveur des Polonais. Ils avaient déjà gagné 11 fois l'affilée, plus une autre fois 5 fois. Ils en ont gagné 17, je crois, sur 20. Ils ont gagné. Et le lendemain, pour une fois, il y a eu une décision d'arbitrage logique qui était contre Bartels Marslik. Il a fallu voir le cinéma. Le gars a montré son smartphone, truc, machin. Alors qu'il y a eu plusieurs fois la dernière, Jason Doyle, les Australiens à Varsovie, c'est toujours eux qui gagnent. Et là, pour une fois qu'il était sanctionné, oh là là. Et donc, du coup, ils n'ont même pas été sur le podium. Et c'est l'Angleterre à domicile qui a gagné. D'accord. Devant les tenants du titre, les Australiens. Parfait. Voilà. Passons sur un GP qui a bougé. Tu parlais du GP du Kazakhstan. Voilà, on s'en doutait un petit peu, il n'y a pas de GP du Kazakhstan et on se croit revenu à l'époque du Covid. Parce que déjà, il va falloir des QR codes pour circuler. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, pour il y a les QR codes aussi, j'avais oublié. En plus des radars. Mais ça y est, on fait un double Grand Prix, on va être 2 fois à Misano. Ah ouais? Alors, pour ceux qui aiment faire la fête et être à la plage, c'est très bien, mais... c'est là où il y a les hôtels le moins chers de tout le paddock. En bordure de mer Adriatique. En bordure de mer Adriatique, mais
Et puis, moi, la remarque que j'y ferais dans ce cas-là, qui est-ce qui joue le titre cette année en MotoGP? Je crois que c'est Bagnaia, un truc comme ça. Ça va Avec être un Italien. Avec Attends, Contre cette année, avec... Merde, attends. Bah bravo. Valentino Rossi. Alors, contre qui joue le titre? Avec Jorge Martin. Voilà. Ah oui, pardon. Et- oui, c'est vrai. c'est Je l'avais Rossi. oublié. Et Ah, donc, il est parti. le circuit qui a été rajouté, il est dans quel pays? Oui, je crois qu'il est en Italie. Italie, ouais. C'est le pays, c'est le circuit où Ducati, bon, alors ils sont tous les deux sur Ducati, mais c'est Ouais. un circuit que, Ouais. que logiquement Pecco Bagnaia connaît mieux que Jorge Martin. C'est vrai. Ouais. On peut-être. vient de voir là en Angleterre ce que ça donnait quand les pilotes, Toprak c'est son circuit préféré, Redding, Jonathan Ray. Et puis attends, ils sont pas loin de chez Rossi. On sait que Bagnaia est soutenu par Rossi. Bon. Pour l'équité, C'est vrai. on aurait dû le remettre en Indonésie ou. Oui, non, c'est vrai. Bah oui. Ouais. Ou en Thaïlande. Ou ce De toute façon, c'est fait. Ah oui, voilà. Mais en tout cas, changement. Allez, on revient avant de partir sur l'endurance. Au niveau des frères Prunier, Ah, qui voilà. du coup ont bien fonctionné. Ils ont fait Je les ai premier de la ratés. course 1 Je les ai ratés et deuxième de la semaine course 2, dernière. c'est ça? Ouais, ils avaient déjà gagné leur premier Grand Prix, le Grand Prix de France Ouais. à Pleumion, et là ils ont récidivé. Alors ils sont pas vainqueurs parce qu'il y a eu l'autre équipage avec le Belge notamment qui a terminé premier. Ils ont gagné la première manche avec Marseillaise et ils ont fait deuxième. C'est fort quand même. Et donc du ça coup va ils sont en chaîne. passés quatrième. Voilà, ils sont passés de quatrième à troisième au championnat. Et ils n'ont plus que 50 points de retard. La prochaine manche est dès le week-end prochain en Allemagne. Ouais. Et je discute avec eux. Franchement, il y a moyen. C'est incroyable. Ils n'en avaient pas gagné une avant cette année. Mais c'est Et- top. Attends, parce que moi j'ai commenté les courses. C'est pour ça que j'étais déçu la semaine dernière de pas être là pour les voir, les frères C'est ta Prunier. faute. Ah oui, je sais, mais c'est ultra spectaculaire. Ils sont Cette cross, super c'est sympas. incroyable. Ils peuvent. Ils progressent, hein. Ils vont finir dès cette première année sur le podium final du championnat, sans Ça, doute. c'est classe. Et pas loin du titre. Les Français sont parfait. toujours bons parce qu'il y a Nicolas Musset qu'on avait reçu ici et qu'on salue. Voilà, il peut plus être En tout cas, passager. ils étaient très cool et très marrants. C'est vrai Ah que ouais. un binôme comme ça des frères, c'était vraiment un très bon moment. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans les replays YouTube de Racing Stream. Anthony, on reste avec toi. Oui. Et on passe tout de suite 4 roues. Ça va beaucoup plus être ton domaine, mon cher Laurent. C'est parti pour l'endurance. Allez, on va parler d'endurance. Et ça, c'est cool. Tu as Oui. des images? Alors j'ai des images pour le LMS. Ça dépend déjà de pas par quoi mal. tu veux commencer. Ben, on parle de le LMS avec Voilà. le cap de la mi-saison qui est passé. C'était quoi les moments forts de la course d'Imola? Alors à Imola, en fait, si tu veux, là j'ai une personnalité à côté qui veut être incognito. Qu'est-ce qu'il veut, la Briator, là? Vas-y. Moment fort déjà au départ avec cette piste d'Imola qui est extrêmement étroite évidemment. Donc là, quand on a 43 voitures sur une piste comme ça, faut être assez inventif, j'allais dire, en termes de, Ouais. Faut de lâcher, trajectoire. hein. Au départ, T'es obligé d'un petit peu lâcher. C'est sûr que en GT notamment, là, quand t'as un peu ce goulet d'étranglement, mais il y en a une qui lâche pas. Hein, c'est Sarah Bovy qui déjà face à Derek Debord avait réussi à trouver l'ouverture. Donc ça, c'est en LM GT3. On a aussi les LMP3 et les LMP2. Pour rappeler, le LMS, en fait, c'est la deuxième marche par rapport au championnat du monde d'endurance. Et donc, en fait, la catégorie reine, ce sont ces voitures-là, ces Oreca, entre autres 07, qui sont donc la catégorie reine. Et on voit que ça se donne bien, ça se bastonne bien. Notamment au premier relais, en fait, on a mis Luca Giotto, un ancien pilote de Formule 2, dans la voiture jaune et verte de chez Interopol. Il voilà. essayait de passer partout, même ça où ça passait pas. C'était très compliqué, mais en tout cas, il partait 6. Et à la Oh là fin- là, ah oui, Ah oui, c'est Jardine, compliqué. hein. Et là, il s'est fait un petit peu aider. Mais du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé un peu son camarade aussi à aller un peu large. Ah oui. Donc forcément, un coup à toi, un coup à moi. Et ça a été une belle lutte et un beau premier relais. Et puis ensuite, ça s'est joué beaucoup à la stratégie. En fait, beaucoup à la stratégie où sur une course de 4 heures, tu sais très bien que ça va un peu se jouer sur la consommation de pneus, consommation d'essence. Il faut essayer de se placer le mieux possible pour le dernier relais. Puis en fait, il s'est passé quelque chose surtout qui a un peu relancé les cartes. C'est un accident à partir d'1h30 de l'arrivée. Et en fait, cette voiture de chez Marc VDS Panis, la voiture 65, se battait face à la voiture numéro 14 de Aoba ITF. Ça a été vraiment le duel du début de la course jusqu'à la fin. Et il y a eu un safety car en fait à 1h30 de l'arrivée. Et ce safety car a rebattu un peu les cartes. Donc D'accord. voilà, on était plus reparti sur un sprint d'1h30, quoi, on va dire. Et du coup, l'équipe de Marc VDS, ils ont fini combien? Ah là là, ils ont terminé premier sur la piste, mais ils ont été Déclassés. pénalisés. Et oui, ils finissent 5e. Pourquoi? Alors attention, parce qu'il y a eu une phase de full course yellow, donc une neutralisation où tout le monde est à 80, et le directeur de course donne un décompte aux équipes qui elles-mêmes le retransmettent aux pilotes. Charles Milesi,
Il a compté en belge. Je sais pas. À 0,7 dixième. C'est quoi 0,7 dixième? Il a anticipé la relance pour 7 dixièmes. Le talenté. Voilà, exactement, tout proche de Dijon. Incroyable. Le problème, pour 7 dixièmes, il prend 35 secondes. Explique là 35 secondes à la fin de la course. de pénalité. Ouais. Wow. Donc il gagne sur la piste, il avait 10 secondes et quelques d'avance. Mais s'il avait eu une pénalité normale, je sais pas, 5 secondes ou même 10 secondes, il aurait été vainqueur. Et il aurait essayé de cravacher. Là, du coup, c'est la Ferrari qui gagne, ou c'est dans une autre catégorie? Non, c'est Lao ByTF qui gagne, donc avec Louis Deletra. D'accord. Il y a une belle stat aussi, c'est que lui, ça fait 4 ans qu'il est en endurance, après être passé en Formule 2. Et 4 ans, 4 équipes différentes, 4 victoires, une victoire à chaque fois. Là, tout ce que les gens ont dit, et James Sozon l'ont dit, ils ont dit, là, Yari Montella, il repart dans sa tête, il a gagné la course. Oui, c'est sûr. D'autant plus. Il n'y a que Bertas qui n'a pas été sympa à Donington qui pense qu'il a gagné. Voilà, il a été battu et archi battu. Oui, d'autant plus que Panis a fait la pole avec Charles Milesi, c'était Paris depuis 2021, a fait le meilleur tour en course avec Arthur Leclerc. Là aussi, ils ont dominé. La stratégie était très bonne. Et sur tapis vert, finalement, c'était Deletra. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que Deletra, quand même, 4 ans, 4 équipes différentes et à chaque fois une victoire. Ouais. Bon, il va se rattraper la fois prochaine. Ça t'aurait intéressé l'endurance sans de LMS, faire le Mans? Ouais, puis ça m'intéresse même. Toujours, ouais, carrément. C'est un but, faire le Mans? Ah ouais, je pense que moi, c'est depuis tout petit, c'est un but ultime. Je désespère pas d'ailleurs de pouvoir y participer. Ça serait génial. C'est toujours dans mes ambitions. Mais attends, mais c'est carrément possible parce que tu sais, il y a la catégorisation de pilotes. Toi, t'es quoi? T'es silver ou t'es bronze maintenant? Non, moi, il faut que je bénéficie de ma catégorisation qui est AM. D'accord. Alors, tu sais, c'est assez compliqué les catégorisations. Ça dépend de ton palmarès. Ça dépend aussi si tu as une inactivité pendant un certain temps. Toutes mes années Renault Sport, si tu veux, comme je développais les voitures de compétition, j'ai pas roulé en compétition. Donc, je suis resté 15 ans sans faire de compétition. Donc, ça m'a servi. Voilà, donc aujourd'hui, je suis catégorisé A, mais il faut absolument que je le reste. Donc c'est ça. A, mais c'est quoi? Ça fait bronze? Non. Oui, c'est bronze, pardon. Oui, c'est bronze, c'est ça, ouais. Tout à fait, je suis bronze, ouais, tout à fait. C'est plutôt vachement bien, ça. Eh ben oui, parce qu'en LMGT3... on a un bronze dans un équipage sur l'Alpine en t'as dit le mot juste, si tu veux, aujourd'hui, si j'ai une chance de pouvoir le faire, c'est grâce à ma catégorisation. Et aujourd'hui, en GT3, il y a obligatoirement un pilote bronze dans la voiture. Justement, j'allais dire P1 en hypercar, il y a toujours besoin d'un bronze? Non, pas en hypercar. C'est ça. Mais à l'époque, c'était encore, non? Ah non, c'était en P2. C'était en P2, tu avais besoin d'un silver. Oui, c'est ça, ok. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs. Hein. Exactement. Non, parce que quand j'allais voir Nathaniel Berton, qui était chez Murphy's, en P2, lui, il était silver, mais il y a le mec qui mettait les thunes pour le team, lui, il était bronze. Alors attends, il y a plusieurs catégories. Oui, c'est vrai qu'il roulait pas souvent. C'était Patterson, je crois. Marc Patterson. Comment tu fais pour ça? Parce que j'ai commenté des courses. C'est incroyable. Attends, un mec qui met les thunes, c'est un mec en or. Oui, c'est ça. Mais comment tu fais pour me sortir le nom? Mais c'est exactement ça. Ce mec est fou. Mais non, mais parce que j'ai commenté les courses. Oui, mais chez Murphy's, pour savoir en P2. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Nat Berton, il en a mené des courses. Oui, mais j'allais voir dans les stands, il me parlait, du coup, là, je dois faire un triple relais la nuit. Il a roulé toute la nuit parce que l'autre, il voulait pas rouler de nuit. Et tu sais qu'il a roulé avec Brandon Hartley également. Brandon Hartley qui est désormais chez Toyota. Je vais te dire comment il fait. Comment? Et c'est vrai qu'il fait. Il est super pointu sur toute la voiture. Pas mal sur la moto. Le gars, pendant que nous, une fois qu'on a commenté avec Enzo Dubernard, on sort. Le gars, il est à 2h du matin, il est encore avec ses notes, ses feuilles. C'est vrai, je t'ai lâché. Mais la prochaine fois, je viendrai. Voilà, ça aurait été une anecdote différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en LMGT3, Laurent, il y a vraiment cette possibilité-là. Tu le sais, évidemment. C'est devenu maintenant une deuxième catégorie. Il n'y a plus que 2 catégories. Donc, il y a GT et Hypercar en championnat du monde. Et donc, on recherche des pilotes bronze. Donc là, ça peut être... ouais, vraiment. Moi, il faut que j'arrive à garder ma catégorisation et après, voilà, je pense que... Mais est-ce que tu communiques suffisamment ton désir de rouler? Oui, je pense, on va en parler si tu veux tout à l'heure, mais ouais. Là, aujourd'hui, si tu veux, j'intègre une équipe qui, c'est vraiment, le but, c'est vraiment ça. Donc, on se donne tous les moyens pour vraiment arriver à participer aux 24 heures du Mans. Donc, attends, c'est super intéressant. Donc, avec Schumacher CLRT, il y a possibilité, potentiellement, d'aller justement en championnat du monde d'endurance ou en championnat d'Europe. Avec Porsche peut-être ou avec une autre marque ou... Ouais, aujourd'hui, c'est une belle histoire quand même. Schumacher CRT, tu sais, moi j'ai commencé avec Autosport GP, avec l'Alpine Cup, on en parlait tout à l'heure. Ensuite, on a évolué sur le GT4. Il y a donc forcément eu un rapprochement avec Edouard Schumacher, donc de Schumacher CLRT. Et ensuite, Edouard a des grosses ambitions de 24 heures du Mans, donc il s'est associé avec Comme Lodegard Racing Team, qui est donc... la Super Cup, la Cup France, etc. Comme le Dogard qui a bien déjà fait beaucoup les 24 heures, que ce soit du Mans ou Spa.
Et donc cette année, on a une GT3R qui participe au GT World, et on en aura une deuxième l'année prochaine aussi pour espérer participer aux 24 heures du Mans. Bon, on croise les doigts. Hein, là, franchement, on est comme ça parce que c'est une belle équipe. Et donc, il y a Gilles à l'origine, donc Autosport GP. Et puis ensuite, ça augmente. Basé proche de Lyon, hein, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, il y avait, comme Lodegard était basé à Lyon, Gilles était basé sur Saint-Bonnet, je crois, juste à côté de Lyon. Et là, maintenant, il y a un nouveau bâtiment. Les deux bâtiments sont proches là, à 50 mètres l'un de l'autre. Donc, Gilles s'occupe de la GT4, du moins les Alpines GT4 et de la Lamborghini Super Trofeo, comme toute la partie Porsche. Et là, il va y avoir un regroupement sur un seul et unique bâtiment bientôt. Et ouais, je pense que c'est une belle histoire, c'est une belle aventure qui fait que commencer, et on espère que ça va bien finir. Super ça. Très bien. Hein. On reste pour terminer en ELMS avec on a la parlé P3 de Porsche. et Ferrari. C'est pour me faire plaisir, ça. Oui, non, c'est pas pour te faire plaisir. Si. C'est l'équipe Euro internationale en LMP3. Je crois qu'on n'a pas de photo malheureusement de cette voiture, mais c'est vrai que c'est une catégorie qui passe un petit peu à travers malheureusement, parce qu'il y a la LMP2, LMP3 et LMGT3. Ferrari, c'est quoi comme voiture? Et en fait, c'est Antonio Ferrari. C'est le petit-neveu d'Enzo Ferrari, qui a créé son équipe et qui a gagné. C'est pour ça que je voulais te faire un petit clin d'œil. Donc Ferrari a quand même gagné quelque chose à Imola, mais c'est par l'intermédiaire de son patron. Génial. Et ils sont à deux dans la voiture. On a des images sur la fin, en tout cas, de cette vidéo qu'on a montrée. On a des images de lutte, notamment en LMP3. Donc il y a Euro International qui a gagné assez largement parce qu'ils ont 2 pilotes seulement, alors que beaucoup en ont 3. Ils peuvent se le permettre parce que le budget peut-être est amené par un des 2 pilotes. Mais on a plus de liberté sur la gestion du temps de roulage. Et donc ça les a aidés avec le safety car. Hop là, ils ont mis leur pilote le plus rapide. D'accord. Et c'était bon. Et derrière, on retrouve le team Virage avec Gillian Orion, avec Julien Gerby et Bernardo Pinheiro, qui a d'ailleurs perdu son papa il n'y a pas longtemps. C'était le directeur du circuit de Portimao, donc je voulais lui rendre hommage. Ouais. J'ai vu passer Paulo Pinheiro, ouais. Et donc, son fils roule avec le team Virage. Ils ont terminé 2e. Et ils sont 2e du championnat, à pas loin non plus. Donc, en LMP3, c'est très serré. Et en LMGT3. Les Iron Dams. Bah oui, on a parlé de Porsche tout à l'heure. Elles ont réussi. On a une vidéo des Iron Dams. Moi, je voulais vraiment qu'on en profite parce qu'on a Sarah Bovy qui a fait la pole et qui s'est battue face à Derek Debourg. On a eu Raël Frey qui s'est battu face à Casper Stevenson. Et en fin de course, on a eu Mitchell Gatting face à Valentin Asclo. C'était le show Valentin Asclo. Mais Mitchell Gatting a été remarquable parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé de la pénalité de Charles Milesi tout à l'heure. Eh bien, il y a eu une pénalité similaire pour Sarah Bovy. Elle a dépassé 80 km/h pendant 1 seconde. Elle est allée à 80,5, je crois, mais elle y pour rien. Hein. C'est le limiteur qui a peut-être pas forcément fonctionné. Et donc, il y a eu une pénalité de 10 secondes. Là, c'était chaud. Hein. Là, c'était très, très chaud dans la ligne droite. Donc, on n'aura parlé que de pénalité aujourd'hui. Périphérique, moto, mais Donington, voiture. Tu trouves pas qu'on parle on est que de ça devenu dans un monde et dans une société. Moi, j'avais une question que je voulais te poser. Oui. Maintenant, le métier de pilote, il a changé quand même. C'est impossible pour un pilote, comme d'ailleurs pour un journaliste télé, de ne pas être sur les réseaux sociaux et de ne pas communiquer. Tu passes au travers pour les sponsors, pour tout, c'est pas possible. C'est un autre métier. Alors il faut s'entourer quelqu'un. Oui, mais rares sont les pilotes qui ne communiquent pas en voiture. Je pense que ça nous aide aussi quand même. Je pense que ça nous aide en termes de communication, c'est un en autre termes de métier que le pilotage. visibilité. Tu peux être un très bon pilote et pas être très bon dans la com. Et inversement. On en a reçu ici qui n'avait pas très envie de faire de la communication. J'ai presque envie de te dire aussi que tu peux être très bon dans la com et moyen en tant que pilote et avoir et rouler. C'est un peu dommage, ça, non? C'est comme tous les gros sponsors, il roule moins bien, mais il ramène les thunes, on va le prendre lui pour un baquet. Alors c'est un peu dommage, oui et non. Après, voilà, il faut vivre un petit peu avec son temps. Et c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même là pour nous aider quand même. Il faut reconnaître ce qui est. Les partenaires, ils nous demandent beaucoup de communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a de la visibilité qui est immédiate aussi pendant directement les Grands Prix. Il ne faut pas attendre le communiqué de presse qui est fait souvent le lundi. Tu sais que là, normalement, si tu te demandes un pass pour aller sur le prochain Grand Prix de chez Yamaha, normalement, tu devrais l'obtenir. C'était pas mal. Non, mais c'est pas cadré. Ce qui est vrai, c'est qu'au niveau de la com, aujourd'hui, tu es maître de ton destin avec la com. Si tu es malin, regarde, Emilia Dobrev, elle est venue. 2 jours après, il y avait des reels qui passaient sur son passage dans l'émission. À l'époque, quand je cherchais, je faisais une plaquette pour faire la 206 Cup en endurance. Mais je promettais aux sponsors de la visibilité. Il n'y avait rien. Je savais qu'on vendait que dalle. Au pire, tu avais un encadré dans Auto-Tuning, quoi. Tu vois, il n'y avait rien. Tu vois, mais tu parles d'Emilia. D'ailleurs, elle a réussi ce qu'elle avait dit parce qu'elle avait annoncé qu'elle voulait monter sur les podiums. Elle en a fait 2. Mais quoi? Syndrome des loges. Syndrome des loges. Opération en septembre, là, c'est moins rigolo. Évident. Mais en tout cas, pour la com, en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, t'es maître. Non, mais elle est très active. Cool, quoi. Je veux dire qu'elle roule bien. Elle a encore des progrès à faire, elle nous a dit, mais elle roule bien. Mais par contre, elle charbonne. Hein. Oui. dire qu'elle fait de la com tout le temps. Hein.
C'est ça. C'est un vrai boulot. Donc ça, au moins, ça permet d'avoir métiers en une vraie Ouais, c'est ça, visibilité. c'est 2 métiers en un. Et t'es maître de ça, quoi. Et donc, les Iron Dames font pas mal de promos. Parce que, du coup, on a réussi à avoir une victoire. Je sais bien, parce que même Jean-Louis Moncey en fait. Mais oui, c'est dingue. Hein. Et les Iron Dames, en fait, ont réussi à s'imposer pour la première fois en LMGT3. Elles avaient gagné pour la dernière course de GTE en ELMS et en WEC. Et bien là, première victoire en GT3 pour elles, avec la Porsche Rose. Elles étaient passées pas loin de la victoire à Barcelone. Elles l'ont, cette victoire. On a même des petites images de joie et tout. Ah ouais, non, cool. Après, la lutte qu'il y a eu entre Valentin Asclot et Michel Gatting, qui en fait, sur cette histoire de pénalité, a dû changer sa stratégie. Elles ont dû changer leur stratégie. Il n'y a pas eu de changement de pneus pour le dernier relais. Donc elle a fait tout ce dernier relais avec des pneus usés parce qu'il fallait compenser cette fameuse pénalité de 10 secondes. Et Sarah Bovy me disait, mais si on n'avait pas été prévenu avant le dernier arrêt, on perdait la victoire. Oui, Parce que ces fameuses 10 secondes là, en fait, elle les maintenait pas, ou en tout cas, elles n'étaient pas épongées, on va dire, pendant le safety car. Parce que l'infraction de Sarah Bovy, ça c'est aussi un autre problème, mais je ne sais pas comment ça pourrait être, je voudrais bien avoir vos avis, mais l'infraction a lieu à midi et on donne la sanction à 15h. Ça, c'est pas normal. C'est que là, à un moment... Oui, mais là, Et donc, Charles, je vous rappelle que Fabio Quartararo à Jerez, il rend son podium sur la course. Oui, mais là, ils sont encore en course, ils doivent faire après. quelque chose pour la stratégie. Quand c'est fait, c'est fait. Sur un sprint, mais sur une endurance, il faut dire, OK, bon, là, il faut le gérer, comme tu dis, tu la rallonges, tu fais du double relais. C'est ça. Charles Milesi, c'est ce que je disais, c'est que s'il avait eu cette pénalité-là, bon, bah, ils auraient fait ce passage obligatoire au stand. Je dis pas qu'ils auraient gagné, mais ils auraient pu changer un peu la donne, quoi. D'accord. La prochaine manche de la saison, ça sera à Spa-Francorchamps, ça sera du 23 au 25 août. On attend les gens nombreux, venez nombreux. Il va neiger donc. Oui, c'est ça, exactement. Et toutes les courses sont diffusées donc sur YouTube. Je les commande, donc j'en profite pour faire la promo sur la chaîne de l'ELMS. Et surtout, merci à l'ELMS de nous avoir offert ces images. Voilà. À eux. Avant de passer à l'interview, on passe au WEC, toujours avec toi, à Interlagos. Nouvelle victoire Toyota. Ils ont dominé. Ouais, ça, ils ont vraiment dominé. Alors, c'était une semaine après Imola. Les Iron Dames étaient là aussi, on va en parler. Et Toyota a dominé. Bah, franchement, il y a eu pole position. Les deux voitures étaient en tête. Il y a eu un petit souci sur la 7. Il y a eu une petite pénalité. J'ai entendu Paul Belmondo qui une petite pénalité, oui. Une petite pénalité pour une infraction sous full course yellow, encore, comme d'habitude, sur la procédure. Je crois que c'était trop rapide. Ouais, ils étaient trop rapides sur cette procédure-là. Donc bon, ça arrive. En plus, ils ont eu un problème mécanique. Donc quand tu es pilote, maintenant, il faut donc être également un excellent stratège comme Napoléon. Voilà. Il faut être informaticien ou très très bon en électronique aussi, en plus des réseaux sociaux et du pilotage. C'est vrai, ça vient de plus en plus. C'est incroyable. On savait qu'en rallye, il fallait être mécanicien. Bon, bah, en circuit, il faut avoir le chrono dans la tête pour anticiper aussi les choses. Et donc, cette victoire s'est jouée, et on l'a appris après la course, avec les pneumatiques Michelin. Parce qu'en fait, Toyota a choisi de rester que en spécification médium, parce qu'il y a médium, tendre et dur. Et en fait, les autres équipes se cherchaient. Donc, une fois dur, ils ont choisi ou c'est l'ingénieur qui leur a conseillé? Parce qu'en moto, par exemple, on voit que c'est souvent l'ingénieur qui dit, quand Laconi a gagné, ils lui ont dit de prendre sa Valence. Quand Iannone a gagné en Autriche, il lui dit, tu as une chance de gagner avec celle-là. Pour une fois, il l'écoute. Je pense que c'est souvent, quand il ne s'écoute pas, d'ailleurs, si le Kenny Roberts en 2000, avec Michelin, il n'écoute pas, il est furieux, mais à Phillip Island, c'est la cata. Là, c'est comme ça en voiture aussi? Oui, tu as un technicien spécifique. On en avait parlé justement aussi avec Piero Taramasso et il nous l'avait confirmé pour la moto. C'est pareil pour la voiture. De toute façon, on va inviter Pierre Alves. Oui, évidemment. Et on nous demande sur le chat si on a invité un nouveau Blues Brothers. Mais là, c'est beaucoup plus puissant que d'habitude. C'est juste pour ça? Là, je croyais que c'était pour le même ordre aussi. Non, mais là... je pense que vous vous rendez pas bien compte. Si, mais moi, je suis professionnel, je dis rien. Tu prends la lumière. Tu l'as pas comme ça. Ah, c'est pour ça. Moi, je ne dis rien. Moi, je suis un lapin dans les phares d'une voiture sur la quatrième voie du périphérique. J'ai l'impression lamentable. Ah, mais c'est ça, en fait, les flashs. Ils sont là aussi. Bon, j'ai mon QR code. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, Toyota a réussi avec cette stratégie-là. Donc, je pense que c'est un peu des deux, vraiment. Il y a les techniciens Michelin qui ont donné l'indication à Toyota. Et en fait, ils avaient testé pendant les essais ces pneumatiques médiums. Ils avaient une idée de la dégradation, de la tenue. Et là-dessus, ça s'est joué. Ils ont réussi à résister face à Porsche. Ils terminent sur le podium. Et franchement, quand ils ne sont pas les plus rapides, eh ben, ils arrivent quand même à être là. La voiture numéro 6 de Kevin Estre, de Lorenz Vanthoor et de André Lotterer termine deuxième, alors qu'ils ont eu une crevaison en début de course. Ils ont réussi à se recaler en termes de stratégie et ils terminent encore sur le podium. Ils dominent cette saison. Ça va être dur de revenir sur les Porsche.
On sait que Toyota veut gagner toutes les courses d'ici la fin de saison. C'était l'objectif, puisqu'ils ont raté Le Mans. Et les équipes françaises? Aïe, un peu plus compliqué. Peugeot termine dans le top 10, mais c'est timide, un 8e. Belle bataille avec les BM. Et Alpine, ils étaient là aussi? Un point Alpine, un point Alpine pour la 36. C'est dur. Parce que tu roules pas encore. Là, ça doit être ça, mais c'est un peu dur. Après, Peugeot, ils ont quand même fait un beau début de course aussi. C'est vrai. Ils étaient dans le rythme en 5e, 6e position, etc. Après, ça reste de l'endurance. Hein. C'est toujours un peu aléatoire quand même sur la fiabilité, sur les petits faits de course qu'on peut avoir. On évoquait les full course yellow, les petites pannes. Et puis, Alpine, c'est un peu pareil. Pour l'instant, ils arrivent dans la catégorie. Ça cherche encore un petit peu. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé énormément sur tout le professionnalisme de l'équipe, etc. Aujourd'hui, ils sont en place. Maintenant, il faut laisser un peu le temps au temps. Ça va venir, on espère en tous les cas. Je sais pas quel est le problème, parce que la voiture, elle est bonne. Il y a Oreca qui est en soutien avec Signatec et avec Alpine, justement. Le moteur, on le connaît, c'est un moteur de Formule 2. Bon, c'est vrai comment ça n'a pas tenu, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de vibrations et que ça n'a pas aidé à la fiabilité. Là, elles ont tenu, elles arrivent. Ouais, complètement. Après, entre une 6 heures et une 24 heures, c'est quand même un petit peu différent. Aujourd'hui, je pense que sur des 6 heures, on est au point. On a vu que sur les 24 heures, on manquait de fiabilité. Ils le savaient dès le départ de la course. Ils espéraient bien sûr que ça aille au bout, mais ils savaient que ça allait être compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que ça manque encore un peu de performance, un peu de roulage, un peu de connaissance, un peu d'entente un peu dans l'équipe. Quand je dis entente, c'est vraiment de cohésion un peu d'équipe. Et quand ça va, je pense qu'il leur manque un résultat là. On voit que la F1 c'est compliqué, l'endurance c'est un peu compliqué. Je pense la F1 c'est très compliqué. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un résultat un peu déclencheur. Et je pense que quand on l'aura, ça va y aller. En espérant qu'il arrive. Et un peu en lien avec autant l'équipe, j'allais dire vers donc Signatec vers Bourges, et puis Alpine avec le département moteur. Tu es un peu en lien avec. Ouais. Du coup, on a la chance. Avec bien sûr l'équipe de Philippe Sino, on est en lien avec l'Alpine Cup, le GT4. Donc ça reste, on est en lien, même si on est quand même complètement détaché de l'hypercar, il faut dire ce qui est. Et puis avec la F1, oui, j'ai la chance de faire, j'étais encore à Silverstone, là je faisais les VIP Hot Laps génial. Pour les clients, etc. Donc alors, on n'est pas en lien direct avec eux, mais oui, on est présent. Donc tu suis souvent les Grands Prix de F1. Donc là, il y a Esteban Ocon qui a amené Julien Febvre, mais toi, tu aurais pu nous emmener si on y allait. Eh figure-toi que quand il a emmené Julien Febvre, c'est moi qui venais on s'est partagé le volant avec Esteban Ocon avec Julien. Donc c'était plutôt sympa. Ouais, ça, c'est des belles aventures aussi. Ouais. Ça fait partie des trucs un peu extraordinaires. Wow. On va rester sur ton interview pour terminer dans les grandes lignes. Qu'est-ce que j'ai oublié? La victoire, du coup, en GT3, victoire Porsche. Ouais, victoire Porsche. Bon, là, c'est une radia. Là, franchement, il n'y a pas de débat, j'allais dire. C'est 2 victoires, l'une des voitures, donc la 91, 2 victoires pour la 92. C'est vraiment cousu de fil blanc. Dommage pour les Irondems. Alors, elles ne sont pas en Porsche, elles sont en Lamborghini. Et là, il y a eu un problème en fait, en championnat du monde d'endurance, elles ont Lambo. Et problème radiateur. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un contact ou c'est Mitchell Gatting qui avait été la héroïne à Imola qui finalement était dans la voiture et a dû abandonner. Rendez-vous avec la pole. Ouais. Encore. Sarah Bovy, elle a fait une pole à chaque fois qu'elle roule dans une voiture. Chez Porsche, chez Ferrari, chez Lambo. Il y a des pôles tout le temps. Ça rigole, zéro. Et numéro 96, 46, alors, notre héros à tous, il a roulé et je dois dire, c'était bien. Il s'était pas fait que des amis aux 24 heures de Spa. Oui, justement. Là, ça a été parfait. Ses équipiers ont été très bons. Il finit 5e et il s'est même payé le luxe de dépasser José María Lopez sur la piste. Sans déconner. C'est un champion du monde quand même, Lopez. Oui, clair. Que ce soit des voitures de tourisme avec Toy, non? Avec Toy, ouais. Et là, il est avec Lexus, donc c'est la même marque, c'est le même groupe, quoi. Et il s'est fait déborder. Alors, ok, peut-être qu'il n'était pas dans les mêmes fenêtres de stratégie et tout, mais toujours est-il que Valentino Rossi est allé chercher José María Lopez. C'est resté très propre et bravo à lui parce que vraiment, il progresse de plus en plus. Il y a une petite anecdote qui nous a toujours marqué, sans doute pour se détendre aussi, mais c'était toujours Ucho, son fidèle lieutenant, qui conduisait les voitures de Locke pour aller sur les circuits. Beaucoup de pilotes ne veulent pas, ils veulent piloter eux-mêmes. Et lui, c'est pas lui qui pilotait la voiture pour aller sur les circuits pour faire le Grand Prix. Et Ucho qui était là, qui est toujours là d'ailleurs dans le box. Là, je suis allé le voir au Mans, le sourire. Et il me disait, mais je l'avais déjà dit, je crois, mais que Valentino Rossi avait jamais été aussi fit et aussi préparé. Il se met vraiment à fond là-dedans. Donc, énorme. Voilà, c'est vrai que c'est un beau challenge. Et la prochaine course? Prochaine course, ça sera Austin, donc au Texas. Début septembre. Ouais, début septembre pour cette course. Ça, c'est du circuit. Là, ça va être intéressant. Je n'aime toujours pas. Ah ouais? C'est pas grave, on s'en fout de moi.
Oh, bah quand même. Moi, j'aime pas. mal. Je sais pas pourquoi, Kota. Ouais, moi j'aime bien. Après, il est dur. En sim racing, il est pas simple. Mais c'est pour ça, peut-être parce que j'arrive pas à le mémoriser. Ah Je ne sais voilà. pas. C'est peut-être pour ça. Peut-être c'est ça. Ceci explique cela. Mais en tout cas, c'était une super course et c'était un retour au Brésil. Donc depuis 2014, on n'avait pas eu de course au Brésil. Voilà. Merci beaucoup. Tu sais quoi, on lance même pas de jingle sans transition. Je veux vraiment parler avec toi de tout ce passif que tu as avec Renault-Sport. Comment on est approché pour être pilote d'essai pour un constructeur? Là, on ne parle même pas d'un team, c'est pas Renault-Sport, ensuite Alpine. Ça se passe comment les démarrages? Alors moi j'ai un parcours assez atypique quand même, hein. J'ai eu la chance de travailler sur, comme je le disais tout à l'heure, sur un circuit en région parisienne où j'ai fait un peu mes armes. Je donnais des cours de conduite en karting, en 4x4, en voiture de course, etc. C'est où ça? Le circuit Espace Plus à Marcoussis. Ah oui, avec Julien. Alors, pas avec Julien, avec son papa, avec André Piguet. Ouais. Et donc André, ça fait partie des personnages moi, qui m'ont permis d'arriver là aujourd'hui. Il y en a eu 3-4 quand même, mais André, le papa de Julien, ça a été quand même assez énorme. Donc j'ai fait mes armes sur ce circuit. J'ai commencé à me rapprocher des constructeurs automobiles, puisque sur ce circuit, on faisait de l'analyse de concurrence, alors sous deux formes, essai sur la piste et benchmarking. Et donc voilà, j'ai commencé à me rapprocher des constructeurs automobiles. On faisait des opérations, on comparait une Renault par rapport à une Peugeot, à une Volkswagen, etc. Donc j'ai commencé à me rapprocher des constructeurs automobiles et du coup à m'intéresser aussi beaucoup plus à la technique de l'auto. J'ai ensuite été débauché par Peugeot sur une opération. Et tu avais fait quelques courses à ce moment-là? Tu faisais des courses de Caterham, tu faisais des courses Peugeot en super. Voilà, tout à fait. J'étais karting, c'est là que j'ai connu le papa de Julien. Et ensuite, comme on avait une école de conduite sur Caterham, donc on a engagé une Caterham en compétition, ce qui m'a permis effectivement de gagner la coupe Caterham à l'époque. Et de commencer à me faire un petit peu plaisir sur circuit. Donc de là, j'ai été débauché par Peugeot. J'ai eu la chance chez Peugeot, il y avait un grand monsieur qui partait à la retraite, qui m'a tout appris sur la mise au point d'une voiture. Alors la mise au point, c'est très vaste. Hein. Bah oui. Ça va du confort au comportement, aux tests consuméristes, etc. Donc c'est assez. Donc j'ai été 5 ans en binôme avec lui. Il m'a absolument tout appris. Et pourquoi moi? Je sais pas. J'ai été débauché par Renault Sport en 2004. Tu faisais quoi du coup chez Peugeot? C'était vraiment pour développer des compés clients, développer des voitures de série sportives? Alors rien à voir avec la compétition. Hein. Moi j'ai fait mes armes sur. J'ai commencé sur le berlingot, tu vois, donc la mise au point du berlingot. On n'appelait pas ça un pilote d'essai, on appelait ça un metteur au point liaison au sol. J'ai fait mes armes sur berlingot. Après je suis passé sur du Picasso. Attends, mais ça veut dire que tu dois travailler donc à la fois suspension, comportement, etc. Et puis le lien avec les constructeurs, les manufacturiers de pneus aussi, non? Ah, mais ouais, carrément. Il a travaillé avec Michelin et Pirelli, j'ai vu une saison. Aïe. Il y a toujours des appels d'offres, si tu veux. Donc, que ce soit Michelin, que ce soit Continental, que ce soit Pirelli, que ce soit Goodyear, Dunlop. Tu as des appels d'offres et puis en fonction d'un cahier des charges qu'on leur donne, il y en a plus ou moins qui répondent ou pas à cet appel d'offres dans une enveloppe de prix qui doit aussi être intéressante. Il y a eu des voitures de sport dans le groupe Peugeot aussi? Non, moi je faisais que de la voiture série. Du coup, Renault Sport qui arrivait, c'était l'embellie, quoi. Ouais, il y avait un développement sport chez Peugeot qui était plus basé du côté de Vélizy, qui était vraiment à part un peu comme Renault Sport. Aujourd'hui, il faisait des développements des véhicules de compétition là-bas. Et quand Renault Sport est venu me chercher, pour moi, c'était une évidence, si tu veux. J'étais piqué par la compétition automobile. Mon papa en faisait avant. Ta première voiture, c'est une Renault en plus. Exactement. Exactement. Donc, c'était vraiment... c'était une évidence et j'étais comme un fou. Je me rappelle qu'à ce rendez-vous, juste pour la petite anecdote, Philippe Mérimée, qui est encore mon chef aujourd'hui, hein, ça fait 20 ans qu'il est mon chef, il est venu me chercher avec une Mégane 2 RS à l'époque. Et on a fait l'entretien dans la voiture. On est parti dans les routes de la vallée de Chevreuse et il m'a dit voilà ce que je te propose. Donc j'ai quand même dit que j'allais réfléchir. Mais pas longtemps. Et 10 minutes après, je le rappelais pour lui confirmer que c'était génial. Bon. Ouais, c'était top. Et du coup, c'était quoi la première voiture sur laquelle tu es Et donc du coup, il y a eu la Mégane 2 phase 1 qui venait de sortir, qui était sous-traitée encore à l'extérieur parce qu'à l'époque, Renault Sport n'avait pas de service en interne. Donc tout était sous-traité. Et donc, quand Philippe, justement, est venu me chercher, c'était pour créer le propre service en interne. Donc, on a fait de la Mégane 2 phase 2 et juste
Mégane 3, Mégane 4. Ça doit te rendre fou. Franchement, autant je suis pas un pro Renault, mais j'ai un vrai profond respect pour Renault Sport. Et ce qu'ils ont fait, les Clio V6, les Mégane RS, tout le monde en parle toujours que c'est une arme. Ça doit te fendre un peu le cœur, un peu cette hybridation et cette électrification complète avec ce côté Renault Sport qui est un peu finalement une signature, un badge tu vois, sur des séries spéciales. Quoi. Ouais, c'était génial parce que Renault Sport à l'époque, c'était l'image de marque de Renault, si tu veux. C'était le côté sportif, le côté. Il fallait qu'on donne de la passion, des sourires. Donc on bonifiait, si tu veux, un véhicule qui était déjà existant. On essayait de le bonifier, de lui apporter de la motorisation, de la suspension. Elles ont marqué toutes les voitures sur lesquelles tu as travaillé. Ah oui, carrément. Du moins, après, je sais pas, je dis pas ça avec prétention, mais effectivement, il y a beaucoup de fans encore aujourd'hui, encore Renault Sport. Il y a eu beaucoup d'opérations à droite à gauche. Donc ouais, c'était juste génial. Et cette année, je m'excuse de toi. Tu penses que Renault, cette année, avec ce qui se passe en piste, gagne encore des fans en ce moment-là? C'est pas plutôt contre-productif ce qui se passe? Alors je sais pas si c'est contre-productif. La F1, c'est un tel vitrine. C'est telle vitrine médiatique, etc. Donc oui, certainement, on doit décevoir un petit peu en ce moment. Maintenant. Est-ce que c'est contre-productif? Je suis pas sûr quand même. Ça montre quand même qu'on est dans le sport, on est dans le game. Alors oui, certes, pas très bien placé en ce moment, mais on a quand même espoir. Je suis d'accord. Sur 50% des grands prix, comme vous êtes qualifié, même pas. Oui, mais c'est comme un pilote qui fait P20 sur les pilotes en F1. Il fait quand même des top 20 des meilleurs pilotes mondiaux. Exactement. Et t'en as beaucoup qui comptent là-dessus en disant j'ai été pilote de F1. Ok, t'as fait 18e, bah mais je suis dans l'élite, quoi. C'est ça. Donc, non, mais je suis d'accord que le début de saison est catastrophique. On est tous et une conscients. question, alors, moi je vois tous les papiers de mes confrères de la presse écrite, je regarde les courses maintenant, je les regarde toutes depuis 3 ans. Wow. Et j'ai regardé aussi avant la Formule 1. Autant j'aime pas ton WEC, autant la Formule 1. Le Grand Prix, j'ai dit bravo. Le jour où j'avais le maillot d'Hamilton, c'était sensationnel, le Grand Prix, le dernier Grand Prix. C'était fabuleux. Mais je suis étonné de la tournure des événements et de la façon dont on traite Esteban Ocon par rapport à Pierre Gasly. Donc, ouais, alors ça, c'est un débat. Moi, je m'entends très très bien avec Esteban Ocon. Hein. Moi, je trouve que c'est le pilote, le pilote que j'adore. À savoir, moi, je peux faire des éloges à pu en finir. Hein. Il est abordable avec tout le monde. Il est sympa avec tout le monde. Il dégage une image, ce pilote-là, qui est juste top. On est bien d'accord. Alors qu'on a le sentiment que Pierre Gasly, c'est plus contrôlé, que tout est contrôlé. C'est peut-être. Alors, il a eu gain de cause, hein, du coup, bravo, parce que les deux étaient en opposition. Il a eu gain de cause, mais. Ouais, alors je t'avoue que je sais pas vraiment comment répondre à cette question. Tu es plus Esteban Ocon. Moi, je suis plus Esteban Ocon parce que voilà, j'ai eu des liens ces derniers temps avec lui. Je l'ai plus côtoyé, effectivement. On a travaillé un petit peu ensemble, on a fait plein de choses ensemble. Donc, et puis franchement, sincèrement, c'est une personne. On en a côtoyé plein. Il y avait tout le temps quand même un peu la barrière entre eux et nous. Alors, même s'il y avait un peu de rapprochement, c'était tout le temps un peu distant. Avec Esteban, c'était pas du tout ça. C'est sûr, mais je connais pas du tout Pierre Gasly. Mais le peu que j'ai fréquenté d'Esteban Ocon quand on faisait Gran Turismo à Monaco, le mec était d'une gentillesse, il était disponible, il était là, il connaissait le truc, il était investi. Franchement, on a passé avec Fabien, il doit nous regarder, un super moment avec Esteban qui était vraiment là. Il aimait ça et il se forçait pas. C'est un gars bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié les interactions. Et il va revenir normalement, c'est pas encore officiel, chez As. Ouais, c'est ouf. Avec Oli Berman, donc ça va être un beau duel aussi. Ouais, c'est beau duo. Je suis content qu'il sorte pas de F1, ça m'embête un petit peu, quoi. Ah bah il a un sacré talent. Moi j'ai commenté son titre en 2014 en F3. Il a battu juste Max Verstappen. Voilà, c'est ça. 2015, il est champion de GP3. Il bat ses adversaires à plat de couture. Bon, à un moment donné, il arrive en F1 en 2016. Il fait que des arrivées. Il fait pas d'abandon. Ouais. Quand on me dit qu'il fait des erreurs et qu'il défend trop durement. Maintenant, c'est la course, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, c'est un pilote qui est parti de rien. Hein, faut savoir. On lui a reproché le coup de Monaco, mais en Australie, qui est-ce qui avait sorti l'autre? C'est évidemment Pierre Gasly qui revient sur. C'était bien pire. Mais bon, à mon sentiment. Non, je pense que Monaco, franchement, c'était. On va dire que c'est du 50-50. Ouais, c'est du 50-50. Alors qu'en Australie, c'est pas du 50-50. Oh, si, parce qu'il se fait sortir Pierre et du coup, en revenant, ça glisse. C'était pas pour ça. Je pense qu'il y avait quand même des tractations d'Esteban, certainement aussi côté Famin. Il y avait une rupture de contrat, je pense, qui était en tous les cas déjà dans les tuyaux, même avant Monaco. Oui.
La déclaration de Famin, elle n'a pas été... Oui, c'est vrai. Elle a été limite minable. C'est à chaud. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur les développements des Alpines. Ouais. Est-ce qu'il y a un fait majeur sur les Alpines qui sont vendues aujourd'hui chez le concessionnaire et un détail où tu dis, ça, c'est moi? Oui, bien sûr. Ouais, on a toute la partie. Moi, je m'occupe de la partie liaison au sol, donc tout ce qui est partie châssis. Donc oui, on retrouve quand même toujours une petite touche personnelle, si tu veux, dans le développement des autos. Hein. C'est une fierté, ça, quand même. Ça, c'est juste génial. Hein. En plus, c'est les mêmes équipes qui étaient sur Renault Sport qui travaillent maintenant chez Alpine. On a l'avantage chez Alpine, c'est que à partir du moment où le projet est décidé, qu'on a un cahier des charges qui est bâti, etc., ils nous font confiance à 100%. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. Donc si tu veux, on peut se permettre, à partir du moment où on ne va pas non plus dans des délires, d'apporter la petite touche personnelle, si tu veux, qui va bien. Donc oui, on va dire que dans toutes les Renault Sport et toutes les Alpines aujourd'hui, on retrouve un petit peu de nous, quoi. Et en 2023, tu étais champion GT4 en Alpine. Avec Alain Ferté. Ouais. Et justement, comment ça se passe quand on est metteur au point Alpine? Tu roules en Alpine, en GT4. C'est eux qui disent « Ok, putain, t'as fait un super taf, je voudrais faire de la compétition. » Ils te mettent à dispo une caisse. Comment ça s'est fait, cette liaison? Parce que c'est pas le même métier. Alors, c'est complètement décorrélé. Hein. Il n'y a pas de symbiose entre mon travail et la compétition. Alors, bien sûr, je reste avec Alpine parce que je trouve que l'Alpine GT4, c'est une super voiture, que les Alpine Cup, tout ce qui a été fait. Et puis, je ne me verrais pas aujourd'hui, si tu veux, rouler chez un constructeur différent ou concurrent, en tous les cas, Alpine. Il n'y a pas de sponsoring de Alpine sur ton... Non. D'accord. Non. Mais est-ce que tu aurais la liberté, parce que Alpine comprend évidemment que tu as envie de faire de la compète, tu nous l'as dit, sûr, ouais. que tu puisses rouler avec une Porsche de chez CLRT, par exemple? Alors, à partir du moment, où mes ambitions, ils le savent hein, clairement, c'est de participer aux 24 heures du Mans. Aujourd'hui, on n'a pas d'Alpine qui peut y participer, surtout en GT3. Donc oui, si je le fais, ça sera forcément avec une Porsche. Mais bon, voilà, c'est pas vraiment concurrent, si tu veux, à l'Alpine. C'est pas si par exemple je roulais en GT4 avec une Porsche Cayman. Oui, là, d'accord. Là, par contre, il y aura une vraie concurrence, donc ça serait peut-être plus compliqué à expliquer. J'ai fait le GT4 avec Julien Piguet d'ailleurs, hein, avec une BMW M4. On parlait de BMW tout à l'heure, donc et ça a été mes premières expériences en GT4. Ils ont accepté, je leur en aurais parlé. Il n'y a pas eu de problème particulier. Je suis pas non plus sous contrat, sous exclusivité. Mais ça les embêterait, quoi. Oui, ils me font comprendre que ça serait embêtant, ouais, complètement. Logique. Et du coup, il y a peut-être moyen de travailler quelque chose avec eux pour aller plus loin. J'espère. En tous les cas, moi, je fais plein de choses. C'est vrai que la voiture... Alors, tout à l'heure, on disait qu'il n'y a pas de partenariat d'Alpine dans mon équipe. C'est un peu faux parce que mon Alpine, par exemple, sur les réseaux sociaux en interne, si tu veux, on a un relais qui est en permanence. La voiture est souvent exposée au sein de Viry à la F1, au sein des Ulysse chez nous, pour les fins d'année, etc. On organise quand même plein de choses autour de ma voiture. Donc, mais voilà. En tout cas, pour le taf, pilote d'essai pour Alpine, mais ton team, le groupe Schumacher, c'est LS Group, énorme groupe. Je les ai rencontrés il y a quelques mois, ils sont sur plein de choses. Je pense qu'il n'y a pas meilleur groupe automobile que travailler avec eux. Là, t'es tombé dans le mille, quoi. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Hein. Moi, Edouard, je l'ai rencontré à l'époque de l'Alpine Elf Europa Cup. Et puis, Edouard, c'est quelqu'un qui est très humain aussi. On parlait beaucoup de l'humain tout à l'heure. Moi, je suis très porté là-dessus, en tous les cas. Et Edouard, c'est complètement ça. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, le feeling est bien passé. Il m'a dit, voilà, je vais t'aider un petit peu pour commencer au niveau de l'Alpine. Et puis de ce petit peu, si tu veux, on a grandi, on a fait évoluer la catégorie, on a fait évoluer le GT4. Et puis maintenant, on en est à avoir de la Lamborghini Super Trofeo, de la Porsche avec Home, la GT3R en GT World. Donc, franchement, ça évolue vraiment. Super groupe. Et du coup, dans le chat, on nous demande s'il y a une Alpine à gagner dans l'émission. Si ? Non, il y a une Alpine à gagner dans l'émission. Peut-être. On parle pas d'une voiture radiocommandée, une Tamiya. Hein, si, pourquoi pas échelle 1. Ah non, moi je la prends, la Tamiya. Moi j'ai une question qui vient pas du chat. Comment les employés de Renault, de Alpine, pour l'instant, voient l'arrivée de Flavio Briatore? Ah, très bonne question. C'est plutôt positif ou pas? Alors, on n'en parle pas en interne. Du moins, Pourquoi? C'est parce que c'est quand même...
C'est quelque chose d'assez énorme. Ouais, alors c'est vrai que Flavio, il a été interdit de la F1 pendant jusqu'à maintenant, hein, il vient de reprendre, mais il est quand même resté très implanté dans le milieu de la Formule 1, malgré tout, hein, au niveau des pilotes, au niveau toujours manager d'Alonso, toujours, que tu as bien Ah ouais côtoyé d'ailleurs, parce que T'étais le manager d'Alonso tout Je le savais pas. tout le catering, Fabio par Briatore. exemple, que tu as sur les grands prix, que ce soit chez tous les constructeurs, si tu veux, ça fait partie de. C'est Flavio qui met ça en place. Donc, puis il a encore plein d'autres choses au niveau de la Formule 1, donc il est resté quand même très implanté. Alors après, comment qu'on le perçoit moi, j'avoue que j'ai pas d'a priori sur le personnage. Si tu l'as veux. côtoyé, tu arrives en 2004, ça gagne. 2005, Ouais. 2006, il y a eu les titres. Tu as eu un petit. On a eu un petit passage éclair, si tu veux, tout au début, ouais, effectivement. Moi, j'ai pas d'a priori. En tous les cas, ce que j'aime bien dans le personnage, c'est que il est hyper positif. C'est-à-dire que voilà, il se dit voilà, en 2026, Alpine va gagner, sera en tous les cas à même de gagner des courses. Donc, Et là où il a raison, c'est ça peut pas faire pire que cette année. C'est sûr. Mais moi, j'écoute les gens autour de moi, ils disent ouais, il l'insulte, etc. Il a triché. J'y m'y attendais. Il a toujours gagné. Hein. Attendez, il a été puni. Et puis, on l'a autorisé à revenir. Donc, à partir du moment, puisque vous m'expliquez dans les règlements qu'il faut pas aller, qu'il faut aller tout à l'heure, voilà, si je suis puni, que j'ai pas respecté. Il a le droit maintenant. Donc, pourquoi il ne reviendrait pas si on l'a autorisé Mais les ouais. hautes instances l'ont autorisé. Et ce que je trouve ouf, Ouais. moi, là-dedans, c'est que tu vois, c'est toi qui m'apprends que c'est Flavio Briatore, le manager d'Alonso. Alors, je sais pas depuis combien de temps, depuis toujours. Ah, depuis très longtemps. Parce que 99, 2000. Bah, tu vois, j'ai dirigé la VF du tout le documentaire sur. Bah, vous étiez dessus. Non, toi, t'étais dessus. On se connaissait pas Ah, encore. moi, j'étais pas là. Sur Alonso pour Il a pas de Amazon. voix. Et, Oh, et- comment ça et Je suis la jamais, voix, moi. jamais dans les 6 épisodes, ils ont fait une mention à Flavio Briatore. Parce que Jamais. il est Non, pas, il est pas- c'est pas très politiquement correct de parler de lui, je pense. Oui. Hein, parce que je veux oui, qu'il intervienne. non, mais carrément, je pense que c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, il fallait l'oublier, ils l'ont oublié. Maintenant, voilà, il est en droit de revenir. Moi, franchement, je le perçois plutôt bien. Oui, je trouve aussi. Et surtout trouve qu'il que est c'est, prêt à mettre les bouchées doubles pour arriver à ce qu'il veut. Alors, même si ça passe par, alors ça c'est triste, mais par un autre moteur que, Oui, ça, c'est fou. que celui d'Alpine. Bon, mais Ouais. en tout cas, il est prêt à gagner, quoi. On dit, il te reste combien de courses là sur le. On est pile à mi-saison. On a fait Spa, France et Europe un week-end, les 2 week-ends qui suivaient là, il y a pas longtemps. Et là, on attaque le week-end prochain à Hockenheim en Europe. Ah, Ouais. ça roule à Hockenheim. Ouais, ça roule à Génial. Hockenheim. Le championnat est vraiment très sympa. Ouais, Et vraiment tu as très 2 équipiers différents, c'est ça? Tu es avec Greg en Europe. Ouais, donc en France, je suis En avec France, Greg pardon. Gilbert en France. Ouais. Je partage le volant avec Greg Gilbert, qui est pour moi l'un des meilleurs, qui fait partie des meilleurs pilotes français. Et avec Pascal Hutto en Europe, où là on est bronze tous les deux, donc on est dans notre catégorie. Et tu n'en parles pas, et pourtant la performance est incroyable. Sur la Nordschleife, Ouais, tu roules en dessous de 8 minutes. Tu fais partie de ce club ultra fermé. ouais, c'est ça. C'est exactement. incroyable. Alors on aimerait bien Quelle faire année même c'était, partie ça en dessous des 7 minutes maintenant, parce que ça va tellement vite, ça progresse tellement. Mais bah ça fait partie de l'aventure extraordinaire Renault Sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, en début d'année, ton patron venait te voir en te disant voilà, Laurent, ton objectif cette année, c'est de faire un record avec la future Mégane 3 ou Mégane 4 trop Incroyable. fière sur le Nürburgring. Donc c'est juste incroyable, si tu veux. Donc c'est une petite équipe commando, c'est beaucoup d'essais. Et tu le connaissais le circuit avant? Parce que ceux qui sont sur place, les taxis Nordschleife qui passent leur temps à emmener on les Ouais, voit ouais. sur Insta, ils connaissent par cœur chaque centimètre, ils disent bonjour, salut toi, tu vas bien? Comment tu l'appréhendes, toi, français? Tu le connaissais avant? Tu as passé Non. 15 jours là-bas, t'as traqué? Comment ça se Non, passe? alors à l'époque, en 2009, quand on a décidé d'y aller avec la R26R, avec Vincent Bellet, qui était le pilote qui a fait le premier record avec les Mégane. On a fait tous une formation d'1 semaine. Donc, tu passes 1 semaine avec un formateur allemand qui t'apprend vraiment centimètre par centimètre le circuit. Et à la fin de la semaine, tu as un test en grandeur nature où il monte à côté de toi. Il y a un temps de référence et il faut que tu sois à peu près dans les temps. Mais par rapport à cette première semaine et au fameux test qu'on a fait en fin de semaine, à aujourd'hui, maintenant, si je devais le refaire, c'est à ISO voiture, ça serait peut-être 30 ou 40 secondes que je vais plus vite sur le circuit. Parce Ah que ouais. c'est un circuit qui fait... Tu as tout le temps l'impression de jamais faire le tour parfait, tu as toujours l'impression de pouvoir progresser. Oui, de pour pouvoir, accepter l'erreur, quoi. Parce que si tu commences à te dire, oh là, j'ai fait une petite erreur dans le premier secteur, bah, Ah ouais, c'est fini. Hein. voilà. Messieurs de la voiture, j'ai une question à vous poser. Hier, James Townsend
durant le week-end, il est remonté avec son cuir Hanspree, l'époque quand il était champion du monde. Il est remonté, il a roulé pour la première fois depuis 13 ans ou 17 ans sur le circuit de Donington, avec une moto qui n'était pas une moto de compétition, c'était une belle moto quand même, mais voilà, une moto de route. Et il disait que, et c'est ça qui m'a surpris, et Philippe m'a dit mais non, il disait que cette moto avec laquelle il a roulé là, cette année, ça valait ce qu'il avait quand il avait la Honda 10K pour être champion du monde. Philippe m'a dit, mais oui, mais il y a eu un tel changement en 15 ans, en 17 ans, que ce qu'il dit, c'est la vérité. Est-ce qu'avec l'électronique, est-ce qu'il y a eu autant de changements, selon toi, autant de progression en 15 ans pour les voitures aussi qu'il y en a eu pour les motos? Ah oui, je pense, ouais. Sincèrement, aujourd'hui, en plus, nous, c'était vraiment le but de Renault Sport, si tu veux, c'est qu'on faisait vraiment évoluer nos autos avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles idées au niveau de la triangulation des trains, etc., pour vraiment faire bénéficier. C'était génial, cette petite guéguerre qu'on a eue avec Honda, avec Peugeot sur la Nordschleife. Si tu veux, alors oui, nous, ça nous galvanisait un peu. Ça nous galvanisait, si tu veux, ça nous challengeait. Mais par contre, ça a été hyper profitable pour le client. C'est-à-dire que ça a fait progresser le monde des tractions en 10 ans d'une manière Et là, on ne peut incroyable. pas continuer 15 ans comme ça, sinon on va être dans des soucoupes volantes ou des taxis volants. Mais de toute façon, c'est mort. Là, aujourd'hui, tu as 26 000 euros de malus, tu achètes n'importe quelle, une Mustang, j'imagine une Focus. Bah oui, les Focus RS, qui n'existent plus, toutes ces caisses-là, elles valent 2 fois le prix. Ça, c'est triste. C'est ça, ouais. Alors, le mec qui s'achète un Porsche, il s'achète une GT3, il s'en bat les couilles d'avoir 26 000 euros de malus sur son truc qui vaut déjà 300K. Ouais. Et sur une Mégane, sur une Focus, sur une Civic, sur une Mustang, ces voitures-là, elles sont finies. Et maintenant, on a des e-tech, super. Ouais, je roule à 72, ils sont aux jumelles, au radar, au péage à 70. Ouais. Pas content. Non, mais c'est sûr que ça a changé. Alors, on sait que maintenant, on peut rouler sur circuit, mais le problème, c'est qu'il faut avoir tellement un gros budget. C'est devenu plus possible d'aller avec ta Renault Clio RS. J'avais un pote En qui fait, tu allait es au un Nord. privilégié. Ah oui, ah bah moi, je le suis vraiment. Hein. Je le revendique même. Je le revendique. Bon, c'est magnifique en tout cas. Laurent, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette saison et sur ce futur avec Alpine qui est déjà bien ensoleillé? Et bah, c'est sur cette saison, c'est qu'on continue au niveau d'Alpine, qu'on continue à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, à savoir développer encore des belles voitures. Et c'est le cas. Et ça, c'est vraiment le cas. Et au niveau de la compétition, on espère avoir en France, en championnat de France, ça va être un peu plus compliqué avec Greg, parce qu'on a eu un début de saison un peu compliqué, mais au moins essayer de finir sur le podium. Essayer de gagner le championnat d'Europe, par contre, ça c'est plutôt bien parti. Et puis j'espère pouvoir enfin arriver à... Vers la Sarthe. Exactement. Ouais. Exactement. Prendre ton relais à 23h48 dans les Hunaudières. Exactement. Contre Valentino Rossi. Contre ça. Valentino Rossi, ouais. Ça serait un vrai kiff. C'est bien, impeccable. Bon, en tout cas, merci beaucoup Je pour vous ta en prie. passion. Et c'était passionnant. Je pense que sur le Merci à chat vous. aussi, tout le monde a kiffé. C'était très, Eh ben, très pour cool. le mois de juillet, on va faire que des invités voitures. Non, monsieur. On va Arrêtez. voir. Je vous demande de vous arrêter. Tout à fait. On va voir. En tout cas, c'est bien parce que nos invités sont tous d'univers différents et ça reste à chaque fois passionnant. Et c'est très, très cool. J'espère que vous kiffez aussi, vous qui le regardez sur YouTube. Voilà, je pense à vous, les tricheurs. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont regardés en direct. Merci Rémi, merci Anthony. N'oublie pas, la file de gauche, c'est mort. C'est terminé le périph'. Je vais rentrer Oublie. dans Paris. Et 8 heures de Suzuka la semaine prochaine oui. en moto, plus on refait rebelote encore du Superbike à Plus le Grand Prix de Formule 1, je le dis, je Ouais. serai sur C8 pour commenter le Grand Prix de Formule 1. Ça y est, c'est mon Graal. Voilà, ça y est. Formule 1 Ouais. sur Je vais C8. faire Formule 3, Formule 2, Formule 1, Formule 0 C'est bientôt. diffusé sur C8. Oui, il y a une obligation de faire 3 ou 4 Grands Prix, je sais plus. Énorme. En clair. 2 normalement, c'était 2, mais tant mieux, bonne Ouais. nouvelle. Bah, Et t'as voilà. encore de la NASCAR à faire là? Et j'ai encore de la NASCAR à Mec, faire. Je vais Ça même arrête pas jamais. t'écouter, je serai en train de Ah commenter. non, mais voilà. Parfait, merci Cet à vous homme les gars. me lâche. Et tu fais des essais aussi? Non, il n'y a Non. que le Grand Prix. Non, Non, il n'a pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Il fait que les courses. Merci Laurent. Merci C'était à vous. C'était un vrai passionnant. plaisir. Et on te retrouve sur tes réseaux sociaux, Laurent Urgon, tout attaché. Exactement. Voilà, parfait. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Louis en prime. Ciao.